Je vais maintenant donner la parole à M. Mesri Haddad pour aussi avoir un éclairage d'origine tunisienne, qui sera plus à même de nous expliquer aussi ce qu'il a pu vivre ces derniers temps en Tunisie, sur le champ aussi, sur qu'est-ce que c'est aussi cette subversion du wahhabisme. Ce serait bien aussi une petite explication sur le wahhabisme, parce que beaucoup de gens entendent le wahhabisme et qui ne savent pas trop d'où ça vient cette doctrine et qu'est-ce qu'elle a à voir avec ça. Merci à vous. Merci à vous. Je remercie d'abord les organisateurs. Réunir ce genre de personnes avec ce genre de discours hérétique par rapport à l'orthodoxie médiatique et politique, ça se fait de plus en plus rare. Je le déplore et je dois m'en excuser d'emblée. Je souhaite ardemment que l'on me comprenne et que l'on suive mon regard, parce que je vais être obligé de temps en temps par réflexe d'ancien ambassadeur, il y a des obligations de réserve, n'est-ce pas? D'autant plus que je suis tunisien et que je ne peux pas, ni d'ailleurs par diplomatie, ni par éthique et encore moins par politique, m'immiscer dans les affaires intérieures de ce pays qui est la France et qui reste pour moi un très grand pays lorsque je pense à la grandeur de la France et non pas parfois à sa petitesse. Il faut appeler un chat un chat. Je suis arrivé un peu plus tôt aujourd'hui et j'ai trouvé une magnifique cérémonie religieuse protestante. J'aime beaucoup les cérémonies religieuses protestantes. J'ai assisté un peu, ici même. Et j'ai pensé, parce que la communauté était du Nigeria, j'ai pensé à la discorde, à la guerre civile qu'on veut propager au Nigeria en ce moment même, c'est-à-dire des musulmans de la confession qui attaquent les chrétiens en prière. Pour moi, pour le musulman que je suis, c'est affligeant de voir des musulmans attaquer des protestants dans leur enceinte religieuse en train de prier Dieu. Je ne le dis pas parce qu'il s'est prouvé tout à fait par contingence qu'avant notre arrivée, il y avait une cérémonie protestante. Je le dis parce que le pays qui est derrière cette guerre civile que l'on veut propager au Nigeria, et pas seulement au Nigeria, je fais allusion à l'islam africain en général. C'est bien évidemment le Qatar, et ce n'est pas une accusation que je lance. Il y a d'ores et déjà des preuves dans ce processus de subversion wahhabite en terre africaine. Je suis tout à fait d'accord avec mon illustre et auguste prédécesseur, Samir Ali. Sauf, nous sommes d'accord sur l'essentiel. Il y a peut-être quelques divergences dans le processus tunisien. Et cela se comprend d'ailleurs, puisque je suis à même de parler du processus révolutionnaire tunisien et du processus, en ce qui me concerne, du processus révolutionnaire, entre guillemets toujours, égyptien. J'apprécie beaucoup la notion, l'expression de révolte populaire, que j'admets, et qui est légitime d'un point de vue conceptuel, et non pas révolution, qui est parfaitement illégitime du point de vue conceptuel et intellectuel, et qui est une imposture. Parce que, à mon sens, il n'y a pas eu de révolution en terre d'islam. C'est important, les concepts, et là c'est ma déformation de philosophe. C'est important parce qu'à partir d'une fausse prémisse, on arrive toujours à une fausse conclusion. Dire que c'est une révolution qui a tourné mal,
pose une fausse prémisse et on enchaîne les fausses conclusions. Dire par contre qu'il s'agit d'une révolte sociale parfaitement légitime, et pas seulement dans son expression sociale, et même dans son expression politique. Là, nous serons d'accord. Donc, mettons-nous d'accord sur les prémices avant de conclure. Pour moi, la prémisse, c'est qu'il s'agit d'une révolte sociale, je parle du cas tunisien, et même du cas égyptien. De révolte populaire parfaitement légitime, largement prévisible, qui ont tourné, qui ont été subvertis, qui ont été altérés par la puissance américaine, transformée, métamorphosée en printemps arabe, en révolution politique. Cela a commencé par la révolution virtuelle sur la toile, la mobilisation de la jeunesse, sensible au discours subliminal de Facebook et d'Internet, donc mobilisables très facilement, d'autant plus facilement qu'ils sont prédisposés psychologiquement à se révolter en raison des régimes dictatoriaux qu'ils subissaient. Cela commence sur la toile, cela passe par le coup de fil de l'ambassadeur des États-Unis au ban général de l'armée qu'il faut, parce que, et là, il y a un point de convergence entre l'armée tunisienne et l'armée égyptienne, c'est leur dépendance des États-Unis d'Amérique. Cela ne s'est pas vérifié et pour cause en Libye. On n'a pas trouvé le bon général en Libye. En cela, on a fait appel au bon mercenaire. On n'a pas trouvé non plus le bon général en Syrie. On a trouvé plus ou moins un bon général au Yémen pour que le printemps arabe fasse jour dans ces contrées. On a beaucoup dit. Je fais ce préambule. Je vous prie de m'en excuser avant d'entamer très rapidement le sujet, c'est-à-dire des révoltes populaires à la subversion atlantiste wahhabite. On a beaucoup dit sur le printemps arabe, sauf l'essentiel. Beaucoup dit, c'est-à-dire dictature, corruption, atteinte aux droits de l'homme, etc., etc. Mais l'essentiel, c'est que ce printemps arabe, en tout cas dans sa genèse tunisienne, c'est la conséquence immédiate et inexorable, là je rejoins tout à fait sur cette famille, inexorable justement de cette mondialisation dans laquelle la Tunisie a été pionnière. Parmi les pays arabes, la Tunisie et l'Égypte, vous voyez, c'est curieux, la Tunisie et l'Égypte ont été les tout premiers pays à adhérer au processus de mondialisation capitaliste. Je ne porte pas de jugement là-dessus, fallait-il le faire. Si je porte un jugement, je serai dans la subjectivité et dans l'idéologie. À mon sens, il ne fallait pas le faire, et je suis subjectif en le disant. Mais ce qui s'est passé en Tunisie, cette crise sociale, est la conséquence des contradictions, pour parler comme Marx, des contradictions intrinsèques du capitalisme économique et politique. Ça, aucun média n'en a soufflé mot. On était dans la mythologie de la dictature qu'il faut abattre, de la corruption qu'il faut éradiquer, à juste titre, mais on a occulté l'essentiel, c'est-à-dire le paroxysme du capitalisme dans ces pays-là, ses propres contradictions qui génèrent l'autodestruction pour rester dans l'analyse marxiste. Mondialisation, c'est-à-dire chômage. Voyez, regardez bien les revendications, d'ailleurs, jusqu'au 14 janvier, si je me limite au cas tunisien, jusqu'au 14 janvier, les revendications étaient sociales. On veut travailler, non au chômage, le travail est un droit, non à la paupérisation, non à l'injustice sociale. C'était les principaux slogans
on dit par les manifestants. C'est à partir du 14 janvier que commence la subversion, c'est-à-dire la mystique et le mythe et la légende révolutionnaire à partir du 14 janvier, c'est-à-dire à partir du moment où le général Hamar en Tunisie a reçu l'ordre de faire dégager Ben Ali. C'est à partir de ce moment-là que le slogan dégage, plus exactement dans l'accent des manifestants dégage, c'est à partir de ce moment-là que la révolution, la pseudo-révolution politique a démarré. Ces revendications étaient tout à fait légitimes. Et si on reste dans l'analyse marxiste, c'est bien Marx qui mettait l'accent sur les libertés réelles, à la différence, et même par opposition, aux libertés subjectives. Les libertés réelles étant, chez Marx, les droits sociaux et économiques, et les libertés subjectives que Marx méprisait souvent, c'est-à-dire les libertés politiques. La démocratie, en un seul mot. Mais les temps ont bien changé depuis. Je considère que le passage entre les révoltes sociales légitimes et les révolutions politiques, c'est-à-dire le printemps arabe, c'est un passage, du point de vue de l'analyse marxiste, c'est un passage des libertés, des revendications des libertés réelles, c'est-à-dire économiques, aux libertés subjectives qui sont politiques, c'est-à-dire la revendication de la démocratie comme type de gouvernement. Oui, la démocratie, qui n'est pas d'accord pour l'adoption de la démocratie, puisque la démocratie, c'est le moindre mal, disons, parmi tous les types de régime politique. Mais permettez-moi toujours, en tant que philosophe et en tant qu'ancien ambassadeur, de citer un philosophe qui n'était pas un infâme réactionnaire, c'était même un philosophe précurseur de la Révolution française, Rousseau, qui disait dans le contrat social la démocratie est sans doute... Non, il disait s'il y avait un peuple de Dieu, il se gouvernerait démocratiquement. Car, disait-il, un régime si parfait ne convient pas aux hommes.